conseilleurs sont pas les payeurs. Donc il faut toujours aussi se méfier, tu vois, des effets d'annonce, de chiffres ou de sujets. On a tous eu des relations conflictuelles avec des collègues. On s'est tous mal entendus avec certaines personnes. Et certains d'entre nous, pas tous, sont parfois allés au travail la boule au ventre. Et ça, c'était vraiment un truc où moi je me suis dit, je veux une ambiance où ça n'existe pas. Bienvenue dans Un mois d'entrepreneur, le podcast où chaque mois nous plongeons dans l'univers d'un entrepreneur inspirant pour découvrir ses conseils précieux, ses défis ou encore ses conseils de réussite. Je suis Elena, votre hôte aujourd'hui, et j'ai le plaisir d'accueillir Romain Grotto, expert comptable reconnu pour son goût du risque et son parcours entrepreneurial. Alors, si vous êtes expert comptable, entrepreneur, ou si vous êtes seulement curieux de découvrir un peu cet univers entrepreneurial, bienvenue et j'espère que vous êtes prêts à plonger dans l'univers de Romain Grotto. Bonjour Romain. Bonjour Elena. Comment vas-tu ? Ça va bien, je te remercie. Merci pour l'invitation. On est très heureux de t'avoir aujourd'hui parmi nous. Est-ce que tu peux commencer déjà, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, par te présenter, nous dire qu'est-ce que tu fais, qui tu es ? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc Romain Grotto, j'ai 37 ans, ça fait 10 ans que j'exerce dans l'expertise comptable, donc 10 ans que je suis diplômé, et j'exerce principalement à Toulouse. J'ai mes bureaux en périphérie toulousaine. On est à peu près là maintenant 25 salariés. Je viens de valider là cette semaine 3 embauches, donc plutôt content. Et donc voilà, septembre, on est à peu près sur un pipe à 2 millions de chiffre d'affaires, 25 salariés, et j'ai un petit bureau à La Réunion, on les salue, à Saint-Pierre-de-la-Réunion, voilà, et c'est Brian qui est là-bas et qui gère le bureau. Ok, donc tu travailles avec des entrepreneurs au quotidien ? Exactement. Quel type de société ? Plutôt petite entreprise ? Plutôt Écoute, je crois que la taille de la clientèle varie en fonction de la taille du cabinet aussi. Okay. Et donc, aujourd'hui, je vais être amené à rencontrer des profils qui seront plutôt des profils de ma taille, qui sont des boîtes entre 2 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont entre une dizaine, une quinzaine de salariés. C'est souvent des secteurs CHR, restauration, j'ai pas mal de BTP, et puis après aussi des boîtes dans l'industrie. Avec des chefs d'entreprise qui ont mon âge ou pas loin, 10 ans de moins, 10 ans de plus, généralement, et qui ont tous la volonté de croître. C'est un peu la dynamique qu'il y a autour de l'agence que j'ai montée, des clients qui sont en croissance et qui nous amènent à croître aussi avec eux. Ok, super. Ce qu'on oublie souvent, c'est que les experts comptables sont aussi des entrepreneurs. Donc, tu as aussi créé ta boîte, tu as créé ton premier cabinet. Bien sûr. Quelle était ta motivation première de passer potentiellement du salariat à un entrepreneuriat ? Ouais, je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans cette période. Donc, moi, j'ai lancé en plein Covid. Ouais. C'était une période qui était un peu tendue, un petit peu comme celle qu'il y a aujourd'hui, tu vois. C'est des périodes qui sont un peu instables économiquement. Et donc, les clients ont tous quand même... ces envies d'être accompagnés au quotidien, d'avoir une approche vraiment un peu différenciante de celle des agences classiques. Donc, je quittais un cabinet qui est un cabinet régional où j'avais été incubé moi pendant 5 ans. J'avais au sein de ce cabinet créé ma propre agence. Après, j'avais racheté des boîtes, j'en avais revendu. Donc, j'étais déjà un peu rompu, tu vois, à l'exercice de l'entrepreneuriat malgré tout. Bien que j'ai été incubé, donc bon, j'avais un filet de sécurité, j'allais dire. Et au moment où je quitte cette boîte, c'est en mars 2020, je remonte la structure en juillet et on va dire que pendant cette période, effectivement, je me pose les questions de quelle est ma motivation, parce que j'étais pas certain de repartir dans l'expertise, j'étais pas certain de remonter un cabinet. Et ce qui m'a vraiment motivé, disons que c'est les clients que j'ai appelés en leur demandant s'ils étaient enclins à me suivre. Et sur 120 à peu près personnes que j'ai eues au téléphone pendant cette période Covid, il y en a une centaine qui m'ont dit « Écoute, nous, on est intéressés pour que tu repartes et pour te suivre dans cette aventure. Par contre, on a besoin d'une offre un peu différenciante ou en tout cas une offre qui pourrait mieux te correspondre, à savoir... inclut le conseil dans la proposition de mission que tu nous génères, de sorte à ce qu'on ait à la fois la compta, on ait à la fois le suivi financier, mais que derrière, on ait une vraie analyse, tu vois, profonde. Et je crois que c'est ça qui a fait que je suis reparti dans le métier, plutôt que de produire et d'être vraiment seulement en réaction par rapport aux clients. On a essayé d'être en proaction et d'amener ce service-là. Voilà.
Ok, donc en fait, c'est les clients finalement qui t'ont redonné goût un peu à l'expertise comptable. Ouais, tout à fait. C'est la confiance qui m'était témoignée à ce moment-là. Tu sais, quand tu quittes un groupe qui est important et imposant et tu te remets vachement en question, tu repars tout seul. Hein, donc, j'étais seul face à moi-même. J'ai 2 profils qui m'ont suivi, qui sont aujourd'hui Axel et Anaïs. J'en parle beaucoup. Mes 2 petits, je les appelle, ils sont plus du tout petits maintenant. Surtout qu'Axel vient d'être papa, c'est magnifique. Et donc, c'est eux qui vont devenir mes associés là très prochainement. En gros, ils m'ont fait confiance. Enfin, tout le monde m'a fait confiance sur la base d'un projet. Tu vois, c'est ça le truc aussi dans l'entrepreneuriat, c'est de dire moi je veux aller là-bas, qui même me suivent quoi. Ouais. Et les gens ont suivi, et les clients ont suivi, les consultants ont suivi. De là, ça en est suivi une période assez intense d'analyse du modèle, de travailler sur l'offre à proprement parler, construire l'agence comme une véritable entreprise au final. Donc oui, je me suis senti à des moments plus entrepreneur que expert comptable, c'est sûr. Ok, c'est intéressant. Ouais. Et du coup, en tant qu'expert comptable, tu as comme un bagage, parce que tu as pas mal de compétences, de connaissances, de vécu, d'expérience aussi, parce que tu as travaillé avec les entrepreneurs. Est-ce que tu penses que tu as eu les mêmes obstacles en créant ton cabinet, même si tu avais déjà créé des boîtes, bah justement, en ayant déjà créé des entreprises avant, en créant ton cabinet, est-ce que pour toi, tu avais les mêmes obstacles par rapport à ton bagage passé? J'ai eu les mêmes obstacles, clairement, Ok. parce que en fait, c'est pas parce que tu sais les choses que tu vas pas devoir les affronter. Ouais. Donc ça, c'est clair et net. J'ai eu exactement les mêmes problématiques que tous les entrepreneurs qui démarrent from scratch ou qui démarrent avec une petite clientèle et qui cherchent à la construire, à la développer. J'ai été énormément accompagné. Franchement, j'ai pas du tout lésiné sur le cash que j'ai pu mettre sur l'ensemble des acteurs que j'ai choisis pour m'accompagner dans le projet, à savoir des coachs pros, coach sur la posture, j'ai coaché mes équipes, j'ai fait du coaching commercial, j'ai été accompagné par une agence de com et de market, tu vois, j'ai pris des freelances sur plein de sujets. En fait, dès que j'avais une problématique, je confrontais mes idées, je reste maître à bord, donc c'est moi le seul décideur de l'orientation que je vais donner à ma boîte. Mais par contre, j'ai été assez lourdement accompagné parce que j'avais conscience de ça, que j'allais me confronter à des obstacles, que j'allais devoir aller vite, tu vois, sur des prises de décision, vite sur des réalisations. Et un peu la problématique des gens, et je pense que c'est celle que tous les entrepreneurs rencontrent, c'est de dire comment est-ce que je fais pour atteindre mon objectif dans le temps qui m'est imparti et celui que j'ai décidé d'allouer à mon travail. Et en fait, souvent les gens, d'ailleurs, n'ont pas d'objectif précis et n'allouent pas de temps au travail, donc ils se font globalement submerger. C'est le cas notamment dans le BTP, le mec qui travaille toute la journée et derrière il doit faire ses devis, derrière il doit faire sa facturation, sauf s'il a Axonote où là, bien sûr, c'est facilité, tu vois, mais en fait, on a tous ces problématiques-là que de dire, est-ce que je vais travailler dans mon entreprise ou est-ce que je travaille sur mon entreprise, qui sont 2 choses totalement différentes. Et moi, j'ai tout de suite voulu travailler sur mon entreprise en me disant, je vais lui faire atteindre une taille de structure suffisante avec des relais de croissance au sein même de l'entreprise, avec des gens où le cadre de travail sera respectable et à l'image de ce que je veux. Quand je suis arrivé dans vos locaux tout à l'heure, je me suis reconnu en fait dans l'ambition. En fait, quand on voit les locaux, on se dit, ça c'est l'ambition du chef d'entreprise, que de dire je donne les clés à mon équipe pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Et quand on a discuté tout à l'heure, j'ai vu toute la fierté que vous aviez de travailler dans cette boîte. Et c'est ça en fait que moi j'ai voulu mettre en place, que mes salariés soient fiers de représenter l'entreprise, de porter le maillot, de porter les valeurs. Et globalement, toutes les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, elles sont traitées collectivement. Je disais, j'ai plus grand chose à faire. C'est vrai, j'ai moins de choses à faire sur la gestion quotidienne de l'entreprise parce que ces obstacles-là, on les a franchis d'une part ensemble et j'ai fait en sorte que ce ne soit pas des obstacles à chaque fois insurmontables. Dès l'instant où il y avait des sujets qui étaient importants à traiter, ben, je les déléguais et on avançait. Voilà. Ouais. T'as réussi à créer une culture d'entreprise directement dès le début, en fait, avec tes équipes. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui est super important à mettre en œuvre d'entrée de jeu, même quand on est 2 ou quand on est 3, c'est de se poser la question des valeurs, de brainstormer sur l'évolution qu'on veut donner à la boîte, d'intégrer les équipes sur l'ensemble des choix stratégiques de l'entreprise. En fait,
ouvrir un petit peu ces sujets-là, pour moi, c'est pas du tout ouvrir une boîte de Pandore qu'on va pas pouvoir maîtriser, parce que les gens qu'on a embauchés sont des gens intelligents, qu'on estime capables de comprendre, tu vois, la vision. On peut pas faire en sorte que les gens embarquent dans le projet s'ils n'ont pas l'ensemble des informations. Donc j'ai été très très ouvert sur chaque décision. Il y en a certaines, j'ai fait un peu de politique, bien sûr, je leur ai donné les infos et puis je leur ai fait croire que c'était eux qui prenaient les décisions. Évidemment que souvent ça allait dans le même sens, donc ça m'allait bien, tu vois. Mais c'est sûr que le chef d'entreprise, il a cette responsabilité de la prise de décision. Il a cette responsabilité, à mon sens aussi, de déléguer les éléments de sorte à ce qu'il ne se soit pas brûlé dans la production et que ses équipes n'attendent pas après lui sur son rôle de dirigeant. Tu vois, je pense que dirigeant, il y a un rôle de prise de décision rapide et impactante qui doivent être dont les équipes attendent. Et si le chef d'entreprise ne fait pas ça, il va au-devant de difficultés avec sa propre équipe. Ouais. Bah, du coup, c'est intéressant aussi. Comment tu as pu gérer cette transition entre expert comptable et chef d'entreprise? Donc, tu as commencé à recruter, à devoir te faire accompagner, etc. Comment tu as géré cette transition-là de maintenant, je suis expert comptable, oui, je le serai toujours, tout le long, mais je suis aussi chef d'entreprise et cet aspect un peu, je dois déléguer, etc. Je suis très fier d'être expert comptable déjà. Ouais. C'est vraiment une fierté pour moi assez importante parce que je trouve que c'est une profession réglementée, c'est une magnifique profession de par ce qu'elle apporte aux clients, si tu veux. Et parallèlement à quoi, il y a un niveau de connaissances et malgré tout, les diplômes sont vraiment difficiles à atteindre et certains pour la longueur qu'ils nécessitent que d'autres pour la technicité qu'ils représentent. Et donc, je veux dire, arriver à prêter serment, c'est une vraie fierté et je suis très fier de ça. Et je trouve que c'est un métier noble toujours. Tu sais, récemment, j'étais chez mon notaire et puis mon notaire, il m'a dit, j'ai réservé une table et j'étais mangé avec mon notaire, du coup, dans un resto à Balma, face à l'église. Et j'étais face à lui et je me suis dit, je suis en train de déjeuner avec mon notaire de famille. Tu sais, comme à l'époque où il y avait un notaire de famille. Et ça, c'est quelque chose que je trouve hyper noble, hyper beau et vraiment valorisant pour nos métiers. Après, c'est des métiers qui sont un peu chahutés, mais j'ai le sentiment malgré tout que, tu vois, ça fait quand même 10-15 ans quasiment que j'exerce. On a toujours le même niveau de confiance et le même niveau d'attente de nos clients. Donc, ta question, c'était de dire comment je passe de l'expert comptable au chef d'entreprise. J'ai envie de dire que c'est pas tant un costume qu'on enlève à certains moments et qu'on remet. Ça va être vraiment des décisions dans la journée qui relèvent du chef d'entreprise parce que l'expert comptable, il est vraiment focus sur ses clients. Lui, il va chercher à amener le plus de valeur à ses clients dans le cadre d'une mission qu'il aura définie, qu'ils auront accepté, lettre de mission signée, payée, facturée, tu vois, prélevée, si possible. Et in fine, ce pendant-là, il est aussi intéressant parce que l'expert comptable, il a la maîtrise des montages, il a la maîtrise des flux financiers, des équilibres financiers. Et ça m'a beaucoup aidé dans le cadre de mon redéploiement parce que donc l'ancienne boîte, je l'ai vendue, j'ai récupéré du cash que j'ai réemployé dans le cadre de mon projet. Donc là, il y a des montages qui s'opèrent de sorte à pouvoir gérer ça. On a cédé des fonds de commerce, on a créé des entreprises distinctes, j'ai sous-traité certains éléments. Et tout ça, c'est des décisions qui ensuite relèvent de juridique, tu vois, voilà. Et donc, ce que ça m'a permis de faire, j'ai été un chef d'entreprise augmenté par ma connaissance d'expert comptable et ça m'a permis de prendre des décisions de gestion et des décisions financières qui étaient peut-être plus rapides et plus éclairées que celles que prendrait un chef d'entreprise classique. Malgré tout, un chef d'entreprise qui est bien accompagné au quotidien et qui a signé avec son expert comptable une lettre de mission où il y a du conseil, où il y a de l'accompagnement, lui, il est pareil dans un petit fauteuil et il attend juste que les choses se passent parce que pour moi, l'expert comptable, il doit pas juste dire voilà l'ensemble des options qui s'offrent à vous, il doit orienter son client dans des choix de gestion qui sont parfois aussi des choix un peu stratégiques, entrepreneuriaux. Et donc, c'est ce qu'on est en fait. On est des chefs d'entreprise qui nous mettons au service d'autres chefs d'entreprise. Je termine juste sur mon rendez-vous prospect que j'ai fait hier.
qui a un super rendez-vous prospect. Et à la fin, le chef d'entreprise m'a dit sur le parking, je suis rassuré parce que c'est exactement ce que je voulais, un expert comptable entrepreneur. Et le fait que vous ayez réalisé les éléments, ça me rassure dans votre capacité à m'accompagner sur mes problématiques. Ok, super intéressant. Mais du coup aussi, tu as répondu, c'était une de mes questions. Est-ce que tu pourrais nous partager une de tes réussites? Mais du coup, tu as parlé de ce dont tu étais fier. Oui. J'entends aussi beaucoup que tu as été super bien accompagné. Et ça, je pense que c'est une réussite. C'est moi qui l'analyse comme ça, parce que je pense que c'est quelque chose de très important dans la vie, mais aussi dans sa vie professionnelle. Je pense que ça aide vraiment au développement, à la confiance, à la culture d'entreprise. Est-ce que tu as autre chose à ajouter par rapport à ça, à ces réussites-là? Tu sais, je peux chiffrer les choses. En fait, souvent, les gens te disent, tu sais, ceux qui font de la formation, je me suis payé 30 000 € de formation cette année, donc acheter ma formation, tu sais. Moi, pour te dire, la première année, je pense que j'ai injecté dans tous les conseils divers et variés que j'ai reçus l'équivalent peut-être de 60 ou 70 000 €. Entre de l'accompagnement rapproché d'une entreprise qui s'appelle Claque, je fais de la pub parce qu'ils sont vraiment géniaux. Parce qu'ils claquent. Ouais, parce qu'ils claquent fort. Et la claque qu'ils te mettent, elle est vraiment bénéfique, tu vois, pour avancer. Et donc là, j'avais un associé externalisé quelque part qui m'accompagnait sur toute la rédaction de mes fiches de poste, sur la construction de mes entretiens de performance avec mes équipes. Donc j'ai tout de suite cranté, si tu veux, très haut en utilisant des modèles de boîtes importantes en disant à mes salariés, ce que vous avez là, vous l'aurez toujours. Voilà. Okay. Et le niveau d'exigence que je mets dans l'accompagnement des équipes et dans les choix qu'on va opérer pour que nos clients soient accompagnés, il a été mis en place dès le début grâce à ces entreprises en fait qui m'ont accompagné. Tu vois, donc t'as raison, la réussite elle est partagée quelque part. Maintenant, il faut faire attention aux chiffres aussi. Parler de chiffre d'affaires, ça n'a pas de valeur. Je discutais récemment avec un confrère à moi qui me sollicite pour l'accompagner. Incroyable. Donc, je vais accompagner, j'espère prochainement, un de mes confrères dans sa stratégie de déploiement. Moi, je suis hyper fier de ça parce que j'ai déjà des idées à lui amener et lui, par exemple, il crée plus de richesse que moi aujourd'hui. Et il fait 2 fois moins de chiffre d'affaires, tu vois. Okay. Par contre, le réemploi qu'il fait de sa richesse, pour l'instant, c'est pas maîtrisé. Il a pas une vision très claire. Et d'ailleurs, ça fait quasiment 1 an qu'il a arrêté sa croissance. D'accord. Donc, j'ai des choses à amener, mais quelque part, si tu veux, les conseilleurs sont pas les payeurs. Donc, il faut toujours aussi un petit peu se méfier, tu vois, des effets d'annonce, de chiffres ou de sujets. Un des sujets, moi, qui a été un obstacle pour moi, tu vois, je préfère parler de mes difficultés que de parler de mes réussites. Ça a été le cash burn. En fait, c'est vrai que j'ai cash burné au début très fort parce qu'il a fallu construire une équipe. J'estime à peu près qu'en RH, 1 personne sur 4, tu te trompes. Tu vois, c'est 25-30% des embauches que vous allez réaliser, qu'on réalise tous, sont des embauches qui suivent pas, qui tiennent pas 6 mois, qui tiennent pas 1 an, parce que en fait, sont des profils de personnes qui soit adhèrent pas aux valeurs, soit sont pas dans le standard de qualité et le standard d'excellence qu'on met en place. Soit en fait arrive dans une équipe qui est déjà très soudée et qui a déjà des ambitions très lourdes, et puis la personne qui arrive est pas du tout dans le mood, et en fait assez rapidement, un peu comme une meute, l'entreprise l'équipe va tout doucement sider la personne, et toi, chef d'entreprise, tu t'en remets à eux et tu te dis, ok, c'est pas cette personne-là pour poursuivre. Tu vois, donc toutes ces difficultés-là, en fait, à un moment donné, il faut couper des contrats. Il faut arrêter des gens. Alors que tu es en pleine croissance, tu vas te séparer de personnes parce qu'ils sont pas du tout dans le mood que toi, tu avais imaginé, et qu'au sein de ton équipe, ça a plus tendance à mettre des difficultés et à écraser que amener de la valeur, de la croissance, et voilà. Et donc tous les objectifs, tu les as sur chaque sujet de ton entreprise, et donc tu vas devoir gérer tes RH. Moi, j'ai des problèmes RH, on a tous des problèmes RH, et je suis très content aujourd'hui de l'équipe que j'ai montée. Mais si tu regardes l'ensemble des photos de toutes les personnes qui sont placées dans ma boîte, et si on devait peut-être pas les barrer, mais admettons enlever, tu vois, les photos et mettre 2 équipes, ceux qui sont restés, ceux qui sont partis, peut-être qu'il y a plus de personnes qui sont parties que ceux qui sont restés. Et moi, ça me fait me dire que oui, on est passé par des difficultés parce que toutes ces personnes qui sont parties, potentiellement, ont soit posé des problèmes à l'entreprise, soit n'avaient pas le standard nécessaire.
pour poursuivre le projet, soit n'était pas du tout fait pour la compta. J'ai des gens qui, notamment je pense à une aujourd'hui qui est dans l'assurance, qui s'éclate en assurance. Je l'ai eu en alternance, ça lui plaisait pas tant que ça, mais sur l'état d'esprit, c'était top. Ouais. Et même, tu as recruté du coup 25 personnes à peu près, enfin un peu plus du coup, Ouais. mais aujourd'hui, voilà. Est-ce que avec tous les départs, etc., que tu as pu avoir, les recrutements, tu as vu que c'était bien ou mal passé, est-ce que tu as pu améliorer ce process de recrutement et est-ce que tu as pu voir, je sais pas, on peut pas dire des red flags, mais te dire, ce type de profil, je sais que ça ne fitera pas avec la culture, ça va pas aller avec la culture parce que X ou Y. Et ça, est-ce que tu peux le voir dès le début? Oui. Ouais, ok. En gros, là, j'ai 2 recrutements que je suis très content de réaliser, qui sont des AFPR. AFPR, c'est, en fait, tu vas à Pôle emploi, tu expliques que tu vas former en interne un profil qui est chez eux, qui, sur son CV, n'a jamais fait de compta de sa vie. Ok. Là, aujourd'hui, j'ai une esthéticienne et j'ai une libraire. Okay. Rien à voir avec le métier. Clairement. Par contre, quand je reçois les CV, si tu veux, je discute avec les personnes. Souvent au début un peu par message pour voir un peu comment les gens se comportent, tu vois, par message. Après, je propose un rendez-vous qui est un rendez-vous plutôt informel. En fait, c'est un entretien sans vraiment l'être. C'est-à-dire que ça se fait sur une demi-heure, 1 heure, un peu comme là on discuterait. Ben voilà, tu vas me raconter ce que tu fais, par quelle phase t'es passé dans ta vie, quelles ont été tes réussites, quels ont été tes échecs. Comment globalement tu te comportes en équipe et aussi est-ce que tu t'es un petit peu renseigné sur la boîte, celle qui t'intéresse parce que tu as postulé. Aujourd'hui, on a quasiment que des demandes entrantes. Donc, j'ai de la chance. On a une marque employeur qui est forte. On a une image de boîte qui est plutôt positive, dont moi, je suis le représentant principal. Et donc, les gens, la première personne qu'ils voient dans la boîte, c'est moi. Et ils discutent avec moi. Je fais ce process de recrutement parce que je parle pas du tout de technique et de compta, ça m'est un peu égal, mais moi je veux voir si la personne, elle va fitter avec les valeurs et j'explique aussi que il y a des sujets, par exemple un truc que je redis à chaque fois, c'est qui dit malveillance dit sortie de la boîte, qu'importe la forme, et si c'était moi, virez-moi. C'est qu'en gros, je m'applique à ça à moi aussi. Dès l'instant où il y a des actions qui sont des actions de malveillance et qui sont des actions potentiellement qui peuvent nuire aux personnes, ou nuire au groupe ou nuire à l'entreprise, c'est automatiquement une sortie de l'entreprise parce que en fait on a tous quitté des jobs qui étaient difficiles, tu vois. On a tous eu des relations conflictuelles avec des collègues, on s'est tous mal entendus avec certaines personnes et certains d'entre nous, pas tous, sont parfois allés au travail la boule au ventre. Et ça, c'était vraiment un truc où moi je me suis dit, je veux une ambiance où ça n'existe pas. Et tu vois, là, je viens de rompre un contrat d'une personne avec qui ça le fait pas et elle me dit, moi, je me sens pas très bien, en fait. Quand j'arrive, il y a des sujets qui me vont pas. Et moi, je préfère lui dire, écoute, tu sais quoi? On coupe. On coupe pas pour moi. Parce que, en vrai, tu fais le taf et ça va. Tu vois, mais pour toi, en fait, tous les sujets et tous les enjeux que je peux mettre en place dans la boîte, j'essaie de le faire. Et après, c'est une question de ressenti. Tu sais, t'as beau avoir écrit tes 10 valeurs sur le mur, si tu veux, bon, si c'est pas quelque chose que tu martèles quand même au quotidien et que t'es pas vigilant et que t'es pas surtout le garant de ces valeurs au sein de ton entreprise, tu peux laisser pourrir des situations. Donc, voilà un petit peu... les enjeux sur ces personnes aujourd'hui et sur le process de recrutement. Ça passe d'abord par moi parce que moi je veux sentir les gens. Ensuite, c'est mes managers qui gèrent et c'est d'ailleurs eux qui décident de la rémunération et de l'embauche. Tu vois, vous avez besoin de personnes, pas de souci. Moi j'ai un pipe, je vous envoie des gens. Si dans mon pipe les personnes que je vous ai envoyées correspondent pas, par exemple là à date on a décidé de plus prendre d'alternants parce qu'on en a beaucoup, qu'on a atteint les quotas et que globalement un alternant c'est aussi en plus au-delà de l'aspect financier, quelqu'un qu'il faut former et que aussi c'est un engagement, tu vois, c'est un contrat qui est tripartite. Oui, il y a une école et le mec va apprendre, mais très clairement c'est un contrat de travail en fait qu'il a et toi tu as des engagements vis-à-vis de lui. On a décidé de couper. Là aujourd'hui j'ai reçu 2-3 profils où je me dis franchement la personne elle a l'air de tuer le game, j'ai envie de la recruter, mais en fait la règle c'est qu'on prend plus d'alternants. Donc, ok, je lève le pied. D'ailleurs, une des deux que je vais embaucher là, elle voulait un contrat d'alternance et je l'ai sidé. Je lui ai dit que la formation, on allait la faire en interne, qu'on allait faire la FPR et que donc on allait pouvoir la sortir de Pôle emploi pour la former. Derrière, tu as l'obligation de faire un CDD de moins de 12 mois et après, ça part sur un CDI. Mais vraiment, je pourrais signer le CDI tout de suite pour cette personne qui n'a jamais fait de compta parce que je sais déjà, de par son expérience et de par la structure que j'ai en interne, que je vais être en capacité en 3-4 mois, 6 mois max,
à la former à nos modèles, à nos formes de fonctionnement, et elle sort d'un domaine qui est plutôt sinistré. Ouais. Et elle arrive chez nous et il y a un peu de sinistre, mais ça va. Tu vois, on embauche et on a encore des modèles de boîtes qui sont intéressants à travailler. Et donc, j'ai toujours, moi, cette culture du j'embauche pas pour remplacer quelqu'un qui est parti en burn-out. Ouais. J'embauche pour absorber ma croissance. Et ça, quand tu dis ça à la personne en entretien, tu lui dis, tu sais, tu vas pas remplacer quelqu'un qui a burné. Tu vas venir soulager des ressources que j'ai aussi en interne qui ont quand même tendance à se surstaff parce que moi, mes clients, je les aime. Moi, mes clients, je veux les accompagner. Tu vois, c'est difficile aussi de lâcher. Ouais. Donc, mon rôle à moi, c'est de m'assurer aussi que j'ai pas de surmenage, mais la règle à la base qu'on s'était dite, c'était 80% de la personne est staffée, et globalement il y a toujours un peu de bande passante pour le petit prévisionnel, pour la petite situation en plus, pour la discussion avec son client un peu informelle que le gars va pas payer parce qu'il paye pas du temps chez nous, il paye un accompagnement global, et s'il est satisfait, tu vois, tu progresses en même temps que lui. Ouais, voilà. ouais. On grandit ensemble. Ok, bah, du coup tu parlais de croissance aussi. Oui. Comment toi, donc ton cabinet s'appelle Naka. Oui. Tu en as 4 oui. aujourd'hui. Comment tu as su te distinguer? Comment tu as créé une offre? On en a parlé un petit peu au début aussi, qui t'a permis cette croissance en 4 ans, 4 cabinets. C'est bien ça? Oui, 4 ans, à peu près 600 clients, je pense. On a aujourd'hui un système de suivi qui nous permet de savoir à peu près notre pipe de prospects, combien on en signe, c'est quoi notre taux de transformation, c'est quoi notre panier moyen. En fait, les clients, on les a rentrés les uns après les autres déjà. Ça, c'est important de le dire. Avec des problématiques auxquelles on a répondu qui étaient des problématiques individuelles. Donc, l'offre, elle a beau être collective, elle s'appliquera jamais à l'ensemble des personnes. Et d'ailleurs, elle évoluera. Si tu veux, on n'a pas pu standardiser parce que l'entrepreneur de base n'est pas quelqu'un de standardisable, à mon sens. En tout cas, sur les tailles de structure que je cherche à conquérir. Un entrepreneur qui gère une boîte qui fait entre 700 000 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, il ressemblera pas du tout à la personne qui est à côté de lui, parce qu'il est déjà pas leader de son marché, mais en tout cas localement déjà connu. Il a déjà des outils en interne de structuration. Il a déjà un cabinet ou 2 ou 3, tu vois, suivant comment il est structuré. Donc, c'est quelqu'un que tu vas pas aller hameçonner avec une offre standardisée et une petite plaquette de presse. Il faut le découvrir, fitter avec son besoin et faire une proposition de mission que tu lui présentes. Avant, je ne les présentais pas, maintenant je les présente, qui est vraiment en lien avec ce que lui t'a demandé. Ouais. Et donc, on a démarré avec plusieurs offres. Au tout début, j'ai démarré avec une offre qui était une offre accompagnement immobilier, puisqu'on faisait beaucoup d'immobilier, et c'était à partir de 40 €. Et ça m'a attiré un pipe par le site de personnes vraiment des projets ni fait ni à faire, beaucoup de temps passé pour finalement des valeurs, c'était pas ma cible, tu vois. D'accord. Et très rapidement on a coupé cette offre sur le site parce que ces gens-là sont nettement mieux accompagnés par mes concurrents ou mes confrères en ligne. Tu vois, un mec en ligne, ils sont standardisés pour bourriner du prospect à la chaîne comme ça. Et j'ai eu juste une petite fenêtre de tir d'ouverture de ces gens-là qui ont vu de la lumière, qui sont venus chez nous. Et moi, je me suis dit que c'était pas du tout mon modèle. Donc j'ai refermé. J'ai coupé l'offre et on a mis des à partir d'eux un peu plus élevés pour que les gens aussi comprennent que chez nous, dès l'instant où on inclut le conseil, il faut absolument que dans mon modèle, j'ai suffisamment de temps consultant pour accompagner les gens. Parce que le conseil, c'est un peu galvaudé. Tu sais, on veut tous être conseillés. Mais on ne peut pas être conseillés tous de la même manière. Dans les mêmes tempos. Et donc, il me fallait d'abord sentir les clients. Donc, j'ai géré mon pipe commercial. Je suis le commercial de l'entreprise Naka aujourd'hui. J'espère que j'ai le rôle de directeur commercial. J'ai pas vu ma fiche de poste, mais je pense que j'ai ce rôle-là. Et donc, j'ai accompagné beaucoup de pipes, de prospects que j'ai suivis. Et ensuite, ils sont mis au chaud chez nous avec un manager qui va les accompagner, avec des outils qu'on va déployer. Et les gens restent. Voilà, ouais. Ils restent parce que on va accompagner la croissance. Bon, il y a forcément des gens qui sont sortis parce que pris pas en adéquation avec ce qu'ils avaient ressenti comme retour de notre équipe. Et c'est toujours pareil, hein.
Moi, je crois que quand tu as besoin de quelque chose, il faut quand même le matérialiser, le demander. Et donc, à nous aussi d'aller chercher nos clients sur pas juste faire une découverte au début, mais aller les chercher régulièrement. Et tout ça, c'est vraiment mes problématiques du moment, de me dire, j'ai beaucoup grossi, j'ai donc moins de temps à allouer par personne. Mes clients ont compris que, par contre, sur les équipes, ils allaient toujours être staffés pareil, qu'il n'y aurait pas de rotation d'équipe, qu'ils seraient satisfaits du service. Et là, maintenant, c'est comment moi, j'arrive aussi à me dégager du temps ou à mener de la valeur avec des personnes, mes managers le font très bien, mais avec des personnes qui auront à peu près les mêmes appétences que moi à l'entrepreneuriat, à l'accompagnement. Donc voilà là ma problématique sur, j'allais dire, les 400 ou 500 000 prochains chiffres d'affaires. Et tout ça, c'est hyper grisant parce que tu vas atteindre des phases et tu vas rencontrer des nouvelles difficultés qui s'affinent au fur et à mesure, parce que c'est des difficultés au sein même de difficultés que tu as déjà gérées. Et il faut être quand même très vigilant, parce que même un cabinet qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, franchement, c'est d'une fragilité assez déconcertante. Et c'est vrai pour l'ensemble des boîtes qu'on va accompagner. C'est vrai il n'y a aucune boîte aujourd'hui qui peut te dire, OK, je suis dans mon canapé, je suis peinard pour les 10 prochaines années, tu vois. Vraiment. Il y en a très peu, il y en a même pas du tout. Et donc, c'est ça le rôle aussi du chef d'entreprise, c'est tout le temps de se remettre en question. Et s'il le fait pas, nous, on l'accompagne à le faire. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Ok. Et on parlait de croissance là tout à l'heure. Donc, je comprends qu'en fait, ta croissance, tu la dois aussi à la qualité de ton service. Aux gens qui t'ont fait confiance. Oui. Comment tu te distingues, toi, on parlait des concurrents aussi. Donc, oui. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font que si moi, je vois plusieurs offres, je vais chez Naka? Ouais. Bon, déjà, globalement, un prospect qui arrive d'une personne qui est déjà cliente, ça, il y en a beaucoup. J'ai beaucoup de clients prescripteurs aujourd'hui. Et j'ai même pas d'offres qui disent si vous ramenez quelqu'un, vous avez un mot offert ou j'en sais rien. Enfin, du coup, on n'a pas ça. On reçoit tellement de leads de nos propres clients que pour le coup, ça, ce sont des leads qui sont quand même quasiment closés. Tu vois, c'est des gens. Bon, en fait, la personne a tellement parlé en bien de nous et de l'accompagnement qu'elle avait au quotidien. Et en plus de ça, si la personne elle est en réussite, bah, le prospect il se dit attends, mais moi je veux pareil que lui. Tu vois, il y a pas de doute. Et il y a beaucoup de personnes, à contrario, qui ont déjà des experts comptables et qui sont pas satisfaits du service. Attention, la lettre de mission de base, elle est respectée. L'ensemble des experts comptables après lesquels je suis passé ont bien fait leur travail. Vraiment, hein. Ils ont vendu une mission qui était une mission de production. Ils l'ont réalisée très régulièrement dans les temps. Après, il peut y avoir des petits effets de frottement avec des clients qui n'ont pas emmené toutes les pièces ou les trucs. Bon, mais tout ça, pour moi, ce ne sont pas des sujets de fond, si tu veux. Quand tu quittes une relation d'un conseil, c'est que au fond, tu n'as pas eu ce que tu espérais. Le problème, c'est que l'expert comptable n'a pas vendu la mission telle que le client lui avait demandé, l'avait sollicité. Donc, on n'est pas dans un... C'est un peu comme si tu vas chez ton boucher, tu as hyper envie de côte de bœuf ou de manger de la viande rouge, et lui, il va t'orienter sur quelque chose qui va être certes bon, mais qui va pas te régaler. Et toi, tu avais envie de te régaler. Tu vois, et donc peut-être que tu vas changer de crèmerie à un moment donné parce que le conseil du gars, il va juste voir dans tes yeux que toi, ok, tu aimes la viande rouge, ou toi t'aimes quand c'est un peu relevé, un peu épicé. Il va se souvenir de tes besoins, il va aller en profondeur sur exactement gustativement ce que t'aimes. Tu vois, j'adore cette métaphore, j'ai très la dalle là. Je le vois moi aussi, je visualise. Je suis là, très bien. Ça arrive, je sais quoi. Bon, et du coup, tu vis une expérience, si tu veux, de vente. Et ensuite qui répond exact. On est venu chercher ton besoin, on y a répondu sans que même toi tu saches exactement ce dont tu avais besoin. La seule chose, c'est quand on te dit j'ai pas de conseil, j'ai pas eu de conseil, moi je suis obligé de répondre à mon prospect, nous on va vous vendre du conseil. Par contre, ça vient en plus de la lettre de mission de base qui est une lettre de mission classique en fait, de compta, parce que cette compta vous en avez besoin, c'est légal, c'est pour les banques, c'est de la sécurisation, etc. Ça, on va le faire, j'en parle même pas. Véritablement, dans mes rendez-vous, la compta, j'en parle pas. Et je crois que je parle jamais du bilan. Je crois que j'ai pas dit le mot état financier depuis, je sais pas, peut-être 4 ans que j'exerce, parce que je ne parle que de ce dont la personne a besoin. C'est quoi pour vous un bon conseil? Qu'est-ce qui vraiment matérialise? Ce serait quoi la relation idéale que vous auriez avec votre expert comptable? Celle-là, je la pose souvent. Et
les gens, ils arrivent à marquer ça en termes de temporalité, en termes de typologie de conseils. Très souvent, il y a un truc qui revient, c'est j'ai une bagnole, je sais pas s'il faut l'acheter, ou c'est des trucs qui sont assez, j'allais dire simplistes, mais ça marque déjà un premier niveau de conseil, qui est un conseil plutôt basique, où là, les équipes vont répondre au quotidien. Par contre, est-ce que je vais racheter un concurrent ou pas? Est-ce que intrinsèquement, j'ai envie de vivre cette expérience, et est-ce que j'ai bien mesuré les difficultés qui vont s'opérer quand je vais rentrer là-dedans? Et moi, mon rôle, c'est de rassurer mon client, de négocier avec le vendeur, de mettre toutes ces personnes-là dans une dynamique donnant, tu vois. Et donc, c'est pareil, on a les valeurs et puis on va accompagner. Et après, bien sûr, chiffrer les prévisionnels, l'accompagnement banque, aller regarder le taux, faire le décalage du crédit. Tout ça, c'est cousu main, c'est la fin, tu vois. Ouais. Mais on est un peu des couturiers où on va faire du sur-mesure. Et le mec, quand il va rentrer dans son costard, il verra plus les petits kilos en trop qu'il a. Tu vois, il va se dire, voilà, c'est parfait, classe, je peux y aller. Voilà. Et c'est ce qu'on vend. Ouais. C'est ce qu'on arrive à faire. Ensuite, tu sais, c'est toujours pareil. Entre ce que tu vends et ce que tu fais, c'est là où il faut être super vigilant. T'assurer que les équipes, elles ont vraiment bien compris ce qu'on voulait réaliser. Et j'ai beaucoup de chance aujourd'hui. J'ai un niveau au niveau de mes équipes qui est incroyable. Tu sais, je le vis moi-même en tant que client, puisque je suis mon propre client. Mes équipes me gèrent ma compta. Tu vois, c'est open compta chez moi. Hein. Et donc, mes managers me gèrent la compta et j'ai mes propres rendez-vous d'accompagnement. Il y a des sujets sur lesquels moi, je vais être décideur et peut-être plus rapide. Mais franchement, le fond, je me dis, on a atteint un niveau qui est cool et je bénéficie de mon propre accompagnement. Je suis satisfait, tu vois. Je suis content. C'est important, ok. Et ma dernière question sur cette partie-là, ça va être quel a été du coup le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Qui te l'a donné? Et le pire qu'on t'ait donné? Et qui te l'a donné? Pas besoin de citer de nom, évidemment, mais tu vois. C'est pas simple. Le meilleur conseil, celle qui me l'a donné, c'est Elodie Bedoc, qui est une expert comptable diplômée, qui a travaillé dans un gros cabinet à Toulouse, et aujourd'hui, elle travaille chez WeSeed. Et c'est une personne que j'apprécie beaucoup, parce que vraiment, si demain je devais choisir, à un moment, je me suis dit, je vais prendre un expert comptable. Tu vois, pourquoi pas en fait? Tu vois, je suis un chef d'entreprise. Je veux dire, quel autre métier va, je sais pas, j'ai pas de métaphore là, mais en gros, c'est nécessaire pour nous aussi d'être accompagnés. Donc, je me suis dit, je vais prendre un expert comptable et je suis allé la voir elle assez instinctivement parce que j'aime son expérience, sa technicité. Elle fait du très haut vol et ce que j'apprécie chez elle aussi, c'est son franc-parler. Moi, j'ai besoin aussi qu'on me dise à un moment donné, écoute, là, ce que tu as fait, c'est nul. Voilà. C'est très, très mauvais comme choix. Ouais. Attention, tu as fait ça, mais tu n'as pas vu le revers là que tu allais prendre. Et ça a été sur des sujets de cash, principalement, puisque aujourd'hui, sur le groupe, comme je t'ai dit, j'ai revendu une première boîte, mais après, j'en ai racheté pas mal. Du coup, je suis parti notamment sur des sujets immobiliers assez importants, assez lourds. J'ai acheté les locaux à Balma. Là, je suis en cours d'acquisition des locaux à Beauzelle. Et le modèle est assez simple. Quand tu achètes de l'immobilier, il faut un apport. La banque, elle te dit, mettez un apport. Et puis après, on finance. Et bon, ça cash burn au final. L'argent que tu mets en apport, il est posé dans les murs, si tu veux. Il est là. Et tant que tu n'as pas revendu, l'argent, il est posé dans les murs. Et c'est ces niveaux-là, en fait, d'investissement que j'ai réalisé. D'argent que j'ai posé sur ces investissements-là, qui a été un peu, je suis un fougueux et je suis une tête brûlée, qui a été trop rapide. Maintenant, tu vois, je m'en rends compte. Ouais. Mais elle a eu l'œil assez tôt de m'alerter là-dessus en me disant, tu sais, c'est cool, t'es entrepreneur, t'avances, mais rappelle-toi, tu vois, t'as 35, 37, tu approches tes 40 ans, t'as plus ta fougue de 23 ans là. Souvent, je disais, si je perds tout, c'est pas grave, je remonterai quelque chose. Tu vois, j'ai pas du tout la crainte. Déjà, je suis pas quelqu'un qui aime avoir, je préfère être, tu vois. Donc, j'ai pas cette crainte de tout perdre. D'accord. Pour autant, aujourd'hui, le groupe, il y a des valorisations qui sont importantes. Et ce que ça me fait dire, j'ai pas d'enfant, mais ce que ça me fait dire aujourd'hui, c'est que je suis responsable des salariés que j'ai.
Et je suis responsable des équipes. Parce que les gens qui ont leur salaire tous les mois, eux, ils vont faire vivre des familles derrière. Ils vont acheter eux-mêmes, ils vont consommer. Je peux pas me permettre, moi, de faire n'importe quoi. Tu vois, donc au début, quand t'es seul, t'as la fougue et t'y vas. Et puis plus ça va, et plus tu prends en maturité, et moins t'es frileux. Voilà, à l'époque, je sautais de falaise à 15 mètres dans l'eau. Et aujourd'hui, tu me verras plutôt regarder et dire aux gens, attention, fais attention. Voilà, je ferai plus parce que c'est des niveaux de risque en fait qui évoluent. Ouais. Ce que j'aime aujourd'hui, c'est d'être à la tête d'une entreprise qui crée de la richesse et qui me donne des opportunités de prise de déjà, ça me permet d'acheter beaucoup de services là où un entrepreneur seul va pas pouvoir acheter des services. Moi, je peux acheter, je peux acheter. J'ai une capacité d'acquisition qui est importante et ça me plaît parce que je peux faire vivre des écosystèmes autour de moi et eux qui me le rendent. Tu vois. Donc ça, c'était un bon conseil qu'elle m'a dit à un moment donné. Écoute mec, piano, là t'es en train d'œuvrer comme si t'étais un minot, un gamin de 25 ans et maintenant voilà, commence à entreprendre comme quelqu'un de plus raisonnable et de plus responsable. En bon père de famille, on dit. Voilà. Ouais. C'est elle qui m'a donné ce conseil-là. Le plus mauvais, franchement, je sais pas. J'ai de la chance, c'est que j'adore m'entourer de personnes exceptionnelles. Tout le monde n'a pas que des bons conseils, c'est certain, mais les personnes qui m'entourent aujourd'hui me connaissent quand même profondément et donc se permettraient pas en fait d'appuyer des conseils qui seraient pas assez approfondis. Voilà. Des mauvais conseils, j'en ai vu chez mes confrères et certains, souvent ça va être un choix de forme juridique ou une transformation de boîte qui n'est pas du tout inclus dans un schéma global stratégique de l'entreprise. C'est-à-dire tu fais pas les mêmes choix juridiques si tu veux être en croissance ou si tu veux consolider. Ouais. Tu fais pas du tout les mêmes choix juridiques si tu veux intégrer petit à petit des équipes au board ou si tu veux rester seul. Tu vois, si tu as des sujets transmissifs, etc. Donc, souvent, ce que je regrette un peu, c'est que il y a des conseils qui sont un peu trop rapides et donnés peut-être à la va-vite et que ça mériterait, malgré tout, qu'on prenne un peu plus le temps d'approfondir parce qu'on est dans un schéma un peu d'immédiateté et de rentabilité et moi ce que j'aime bien c'est, peut-être ça me fait défaut, mais c'est finalement pas forcément œuvrer. Je me lève pas tous les matins en me disant est-ce que je vais gagner de l'argent, je me lève en me disant est-ce que je vais aider des gens à performer. Les meilleurs sont ceux qui bien sûr gagnent de l'argent en même temps, quoi. L'idée, ouais. Ça marche. C'est super enrichissant, je pense, d'être vraiment entouré de plein d'entrepreneurs au quotidien et même d'autres confrères, comme tu le disais, parce que vous êtes toujours dans ces sujets-là. Et ce qui est intéressant aussi dans ce podcast, c'est de voir un peu quels sont les conseils aujourd'hui aussi que toi, tu peux donner. Bon, ça sera généralisé, évidemment, mais typiquement, en étant en contact avec des centaines d'entrepreneurs par jour, quelle est la plus grande erreur que tu vois régulièrement et comment on pourrait l'éviter ? Quand on arrive dans ton bureau et qu'on te dit fais ça, et t'es là. Ok, alors ça aurait pu être évité bien facilement. Et c'est quelque chose que tu vois régulièrement. Ouais, il y a des micro-trucs qui sont... tu sais, quand tu crées une boîte, par exemple, t'as des entreprises qui t'envoient des fiches et t'as l'impression que c'est le fisc. T'as l'impression que c'est l'État qui envoie ça avec une taxe à 234 balles pour la société Trésor. Quand tu creuses un peu, c'est une boîte qui a été enregistrée, c'est un gars qui fait ça, qui plaide des boîtes, qui en recrée, etc. Donc, ce sont des arnaques. Et ça, typiquement... on n'a pas le réflexe de le dire à chaque personne et il m'est arrivé une fois qu'un gars arrive tout content, bon allez voilà, j'ai commencé, j'ai reçu mon chéquier de la banque et j'ai reçu ce papier et donc j'ai payé. Et moi je me suis dit mais c'est pas possible, pourquoi est-ce qu'on est passé à côté de ce truc, de pas lui dire attention à ça, tu vois. Mais ça c'est le micro conseil, mais c'est le conseil à 200 balles. Donc là, si on est écouté, je sais qu'on est écouté, attention, création d'entreprise, tu n'as rien à payer. Une fois que tu as créé, tu vas recevoir un papier pour la CFE, ton expert comptable, il va te remplir le document. Mais tous les autres sujets à payer là, autres que la création d'entreprise que va te faire l'expert comptable, c'est-à-dire les documents au greffe et les documents publicité d'annonce légale, il n'y a rien à faire. Tu vois, il n'y a rien à payer. Donc voilà, c'est attention. En fait, c'est ça. La finalité, c'est la pédagogie qu'on va pouvoir amener sur le démarrage. Et moi, je pense que ce qu'il faut qu'on donne comme conseil, c'est déjà de dire aux gens que tout ça, c'est pas un sprint, que c'est un marathon.
et on se lance dans une aventure qui est une aventure longue et où les gens vont devoir créer à la force de leur conviction, de leur expérience et de leur capacité à adresser leur marché, ils vont devoir créer une entreprise, qu'elle soit auto, micro, tu vois, eux seuls, ou que ce soit une projection de leur métier en société. Voilà. Qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir l'un et l'autre? Souvent, ce sont des considérations fiscales. Souvent, ça va être des considérations juridiques. Est-ce que tu as Pôle emploi? Est-ce que tu l'as pas? Bon, voilà. Et donc, ces conseils-là, ils sont un petit peu stéréotypés malgré tout, parce que c'est toujours un peu pareil, en fonction du gars, s'il a rempli des cases ou pas des cases, on va lui dire, voilà, moi, je ferais plutôt ça dans ton cas, etc. Moi, ce que j'aime, c'est de projeter les gens dans des situations où ils se sont pas encore vus. C'est quoi l'après? Voilà. C'est quoi ton panier moyen? Combien tu vas avoir de clients? Comment tu vas fonctionner en fait au quotidien? Je m'intéresse au commerce parce que je pense que si la personne face à nous, elle a des compétences mais pas de capacité à vendre son business, ça va être un no-go par le marché au bout de 5 à 6 mois ou 9 mois. La personne, elle va péricliter, elle va liquider. J'ai pas les stats au sein des clients que j'accompagne qui sont les stats nationales. Je crois que c'est une boîte sur 3 qui plie dans les 3 ans, il me semble, c'est ça. Et j'ai pas ces stats là, c'est-à-dire que quand on accompagne un projet, on a déjà validé le fait que bon, il y avait une viabilité, que tous les acteurs, que ce soit les banquiers, que ce soit les avocats, que ce soit le marché, il y a déjà quand même un frémissement et on sent que la personne, elle a pas débarqué là par hasard. Donc c'est ça le conseil que je donne, c'est de dire ça va être long et on va devoir procéder étape par étape. Par contre, je laisse pas le client avec ça. Je lui dis toujours, voilà les étapes. Celle-là, on va le faire nous. Ça fait partie de notre proposition de mission. Tout le début, le chiffrage en fait. Tu vois, ça c'est nous. Il y a toute une étape qui est la construction de ses partenariats. Et nous, on va gérer souvent, on va amener les conseils, on va amener les entreprises avec lesquelles on travaille au quotidien. J'ai, je sais pas, une quarantaine ou une cinquantaine de boîtes aujourd'hui qui travaillent sur mes dossiers, sur des sujets très spécifiques. Et donc, la personne qui arrive chez nous, vu qu'on est un des premiers à l'avoir vu, on peut l'envoyer auprès d'un financeur, auprès d'un banquier. On peut l'envoyer auprès de personnes qui font des assureurs, mutuelles, prévoyance. On a tous l'obligation d'avoir une assurance responsabilité civile. Ben voilà, il faut la prendre auprès de quelqu'un. Mais on sait faire. Mais ce sont à chaque fois des gens qui, dans leur spectre d'action, vont aller plus loin que simplement je te close un contrat et je te fais signer. Ça va être des gens qui vont amener de la pédagogie sur leur propre cœur de métier. Et donc, moi, ce que j'aime, c'est accélérer le futur entrepreneur sur tous ces sujets-là pour que lui se dise, en fait, ok, ça y est, c'est bon, c'est cool, j'ai plus rien à gérer. Et j'en remets une couche, mais vous faites partie de ces acteurs-là. Parce qu'à un moment donné, avoir un outil de gestion CRM complet qui va gérer l'ensemble de ton spectre de gestion et que tu le signes d'entrée de jeu, la question, c'est pas de savoir est-ce que je suis prêt à mettre ce budget-là. Tu as l'obligation, d'ores et déjà, d'entrée de jeu, de te mettre dans les conditions de l'objectif que tu veux atteindre. Donc, ton CRM, il est obligatoire dès le début. Commence jamais. Moi, les mecs qui me disent je vais commencer avec un petit Word, un petit Excel. Moi, je leur dis, ou avec des Notion, ou des trucs un peu éclatés, si tu veux, je leur dis, attention, en fait. Attention, parce que le temps que vous allez passer à faire la bascule après, c'est un moment de votre vie où vous n'aurez pas envie de faire ça. Vous n'aurez pas le temps de faire ça. Parce que vous aurez 30 prospects à adresser, que vous n'aurez pas le temps de faire à la fois votre taf, à la fois le truc. Vous serez en recherche de vos premières RH. Ça va vous prendre un temps de fou. Ça va vous manger le cerveau de vous dire, est-ce que c'est la petite Amélie ou le petit Quentin que je dois embaucher en premier? Qu'est-ce qui va faire que vous allez décider ça? Tout ça, c'est lié à la stratégie. Déchargez-vous de tous les sujets de gestion, etc. Et nous, on en fait partie. Tous les sujets financiers, je dis toujours aux clients, franchement, vous allez rien faire. Le mec qui me dit, moi, je veux saisir une partie, etc. Vous embêtez pas avec ça. C'est pas la différence de prix que vous allez mettre d'ores et déjà. Oui, c'est un budget. C'est un budget.
Ton temps ou ton argent, on dit souvent. Ton temps ou ton argent, t'as raison. Quand on est entrepreneur. Et je crois qu'il y a des gens qui nous ont fait confiance dès le début, mais alors qu'ils nous ont sursollicité, tu vois, qui nous ont sollicité. Ouais. Ils nous ont dit, vous avez vendu du conseil, pas de problème, on va y aller, tu vois. Et les équipes, elles sont un peu en surchauffe au début parce que t'es là, bon, mais c'est pas possible. Alors, dis donc, on va mettre un Litcoin, il va vivre ici, le gars. Mais en fait, tu l'accélères tellement, il a tellement compris que nous, on faisait ça. D'apporter de la valeur. Et ben, que le gars, en fait, au bout de 9 mois, 1 an, 2 ans, 3, 5, il achète des boîtes, il structure des équipes. Donc, toi, en fait, si tu veux, tu démarres avec un mec tout seul. Et mon plus gros client comme ça, c'est quand même 2 ans, 4 millions de chiffre d'affaires, 75 personnes. Ah oui. Et pour moi, des paniers moyens colossaux. En fait, il me paye, il le sait, hein, non, mais il me paye 1,5 personne quasiment. Oui. Donc, bon, voilà. Et c'est quelqu'un, étape par étape, qu'on a voilà. La première mission qu'il a pris chez nous, c'est une mission basique. Et aujourd'hui, c'est des tableaux de bord mensuels, c'est des rendez-vous mensuels. On va directement taper dans son logiciel de gestion pour aller chercher de la data qui est intéressante pour lui dans le cadre de ses choix stratégiques. Il va vite. Là, il remonte un deuxième side business. Bah, je sais que c'est un gars qui va performer parce qu'il a ce goût. Par contre, c'est quelqu'un qui délègue tout, tu vois. Et dans le mindset, moi, je suis un peu comme ça. Je suis très porté sur la délégation parce que je me dis qu'il y aura forcément des gens qui seront meilleurs que moi pour gérer les sujets. Par contre, j'ai besoin de remonter, j'ai besoin de savoir où les gens en sont. Et je sais que j'ai gardé un truc, c'est que je garde en tête les sujets tant qu'on m'a pas dit c'est bon, c'est traité. Par contre, dès que tu m'as dit c'est bon, c'est traité, c'est vu, ça part. Il n'y a plus rien. Ça marche, merci, au revoir. Exactement. C'est traité. Ça marche. Tu parlais aussi tout à l'heure de la gestion financière. Une question aussi en parallèle. Est-ce que les entrepreneurs viennent vous voir au début quand ils sont en création, là où ils peuvent avoir des questions, des difficultés, ou est-ce qu'ils viennent aussi quand il y a une difficulté financière en gestion, etc. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour qu'ils remontent la pente facilement en quelques étapes ? À date, j'ai un peu plus de 10 sociétés en redressement judiciaire et d'autres qui ont ouvert des mandats ad hoc, des procédures collectives, certaines qui sont moins, on va dire, publiques que d'autres. Suivant le type d'activité que les gens font, on va plutôt partir sur des procédures qui seront confidentielles ou d'autres qui seront moins confidentielles. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est mis à faire ça ? Ben, forcément la période qui est très complexe et très très tendue en termes de cash, avec malheureusement des banquiers qui, à mon sens, jouent pas le jeu complet. Bon, eux, ils vont nous dire, nous, on veut pas perdre de l'argent, donc ok, ça n'a pas de souci. Mais il y a des enjeux aujourd'hui de financement de BFR, il y a des enjeux de porter l'entreprise parfois sur quelques mois pour faire le cap par rapport à des délais clients qui se sont rallongés, par rapport à de la trésorerie qui a été amoindrie, vu que les gens ont essayé de... je pense à un resto là qui vient de mettre 1000 balles sur un influenceur Insta pour que en fait il ait de l'affluence, mais les gens ils se débattent, tu vois, dans l'entrepreneuriat. Donc nous, ce que je regrette aujourd'hui, c'est que je n'ai rien d'automatisé qui me permette d'aller dans ma data, me dire, ok, la warning par rapport à la chute de trésor, ça va être ça les indicateurs, baisse de trésor, un BFR qui s'alourdit, des capitaux propres qui s'amoindrissent avec des résultats qui s'affaiblissent. C'est ça en fait qui s'est passé là depuis 1 an, depuis 1 an et demi, depuis 2 ans, sur l'ensemble des secteurs. Tu vois, moi je le repère sur globalement pas 100% de mes clients, mais par contre beaucoup de difficultés. Et l'autre élément, c'est que nous aussi, on a subi des impayés. Et donc, tu vois aussi qui sont tes clients qui ont des impayés. Et dès que tu commences à rediscuter avec eux, tu te dis, OK, là, ça fait 6 mois, 9 mois que c'est compliqué. On est hyper alerte là-dessus. Moi, j'attends de mes clients qui m'appellent en me disant, écoute, moi, j'ai des difficultés, il faut que tu m'aides. Tu vois, ça, il faut absolument que ça arrive. Et après, les consultants sont alertes là-dessus aussi, puisqu'on fait les TVA, etc., et qu'on fait les gestions. Souvent, ils vont décaler les cotisations patronales, par exemple, d'URSSAF. On va pas payer la TVA, on va la déclarer, mais on va pas la payer, puisqu'on a le droit d'avoir des moratoires, que ce soit sur l'État ou sur le social, où on peut aller, sans rentrer en procédure collective, sur des délais de 24 mois de paiement. Donc moi, ce que je dis à mes clients, paye tes salariés, bien sûr. Ouais. Paye les charges salariales parce que elles sont dues par tes salariés. C'est toi qui dois les payer, mais par contre, celles-là, tu dois les payer. Par contre, il vaut mieux décaler l'État et décaler l'URSSAF plutôt que décaler ton fournisseur principal. Que si tu commences à avoir des décalages de règlement, si t'es un BTP et que au comptoir, tu peux plus aller chercher tes fournitures, t'es mort. Tu travailleras plus. Tu vois. Donc, en gros, c'est comment est-ce que tu peux protéger
avec le cash que tu as. Et donc, les gens jonglent. Aujourd'hui, les gens jonglent. Les procédures collectives, j'adore ça. On travaille beaucoup avec un cabinet d'administrateurs judiciaires à Toulouse parce que ce sont des procédures qui, pour le commun des mortels, sont des procédures hyper sclérosantes, engageantes, pressurisantes, complexes et difficiles. En fait, ce sont des procédures, c'est le second souffle. Tu vois, c'est une procédure de redressement, typiquement, une période d'observation durant laquelle tu arrêtes de payer ton antérieur, URSSAF, État, toutes tes dettes que tu avais, fournisseurs bien sûr aussi, mais banques principalement, tous tes crédits, les PGE, les fameux, etc. Tous ces crédits-là, tous les mois, en fait, tu gagnes pas assez d'argent pour payer en fait tes échéances. C'est ça, hein, la difficulté. Donc là, on arrête tout, on met une pause et on est sous cloche. Période d'observation, on va au tribunal. Il faut savoir qu'au tribunal de commerce, à Toulouse notamment, c'est partout pareil, mais ce sont des anciens chefs d'entreprise. Donc, tu es face, bien sûr, à un juge, à un mandataire judiciaire, à des assesseurs, tu es face à des personnes qui te demandent de rendre des comptes dans ta gestion. Mais par contre, dès l'instant où tu es bien accompagné, où tu es accompagné par un salarié qui, lui, va dire « On a un peu peur, mais... » on a envie de poursuivre l'entreprise et on est tous motivés à faire en sorte que ça fonctionne. Le chef d'entreprise, il arrête de se poser ces questions-là, tu vois, liées aux difficultés de trésor. Il se focus sur sa boîte, sur son développement, sur ses... Donc, il repart en croissance. Il a son niveau de cash sur le compte qui réaugmente. Donc, même moralement, si tu veux, il se remet à dormir, parce qu'il avait arrêté de dormir, dans les mêmes problématiques qu'on disait tout à l'heure. Hein. Et donc... moi je trouve qu'elles sont hyper salvatrices. C'est des procédures de sauvegarde, c'est des procédures d'accompagnement, c'est des moments où tu peux aussi couper des contrats qui sont un peu lourds, des crédits baux, des baux que t'arrives pas à couper, ton propriétaire te fait chier, etc. Le tribunal, il va aller dans ton sens, tu vois. Par contre, il va te dire, ok, c'est quoi la vision que t'as? Si t'arrives et que t'es un peu penaud et que tu t'es pas dit, voilà ce que je veux faire pour me battre pour ma boîte. Donc c'est là où moi j'adore accompagner les gens. Parce que ce sont des phases où il y a nécessairement de la vision, il y a nécessairement de l'audace, tu vois. Il faut que les gens ils se disent, moi maintenant je vais me battre, voilà. Et il m'arrive de prendre la parole devant le tribunal et de dire au président, ok, moi je suis aux côtés du chef d'entreprise, on va produire les situations comptables et on va produire les prévisionnels en lien avec les rendez-vous qu'on a fait avec lui pour l'accompagner. On l'accompagne, on est au quotidien, voilà. Ouais. Et ça, ça a beaucoup de valeur parce que le chef d'entreprise derrière, il est reconnaissant et même si ce sont des périodes difficiles, on est là, voilà. C'est vraiment un associé de l'entreprise, quoi. Du début à la fin. On est des conseillers financiers, vraiment, ouais, tu vois, profondément. Je pense que personne n'a pris ce rôle-là. Les banques, elles se sont mises à vendre des téléphones à un moment et des forfaits téléphoniques. Elles ont pas pris le lead. Ton banquier, tu le vois quand tu vas mal. En fait, moi, je regrette un peu ça. Je leur en veux pas parce qu'en fait, c'est les modèles qui sont comme ça. Mais ton banquier, tu le vois quand tu vas bien, il va essayer de te closer un plan épargne entreprise ou te vendre un produit de placement de trésor. Mais sur la vision, moi, j'adore mes banquiers, j'en ai beaucoup, mais ma banquière principalement, je sais que je la vois prochainement. J'ai besoin de partager ça avec quelqu'un en me disant, j'ai des projets là. Est-ce que je suis bankable ou pas? Est-ce que vous allez m'accompagner sur la suite? Ah oui, il faudra voir. Pas de souci, mais globalement, c'est quoi votre ressenti? Comment vous pensez? Moi, j'aime bien qu'on me dise, attends, là, ce que tu as prévu de faire, on va pas le faire tout de suite, on va le faire après. D'abord, cette étape-là. Et c'est ça le truc. Donc, conseiller financier. Qui fait ce rôle-là aujourd'hui? Personne, à part nous. Donc, moi, j'aime bien ça. Et est-ce que tu peux juste nous répéter les trois indicateurs financiers qu'il faudrait regarder régulièrement en tant qu'entrepreneur, justement pour pas arriver jusqu'au tribunal et connaître un peu la santé de son entreprise simplement. Ouais. Je crois qu'ils sont propres quand même à chaque secteur d'activité, mais les ratios que j'aime bien, en fait j'aime bien les soldes intermédiaires de gestion. Moi si demain ce que je regarde c'est mes soldes intermédiaires de gestion. C'est quoi mon volume de chiffre d'affaires et est-ce qu'il me permet de couvrir mes charges courantes, tu vois? Donc, l'indicateur clé de création de richesse d'une entreprise, c'est l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, qui est différent du résultat. L'excédent brut d'exploitation, il me permet de dire tous les mois, est-ce que j'ai plus vendu que ce que j'ai globalement acheté, décaissé en termes de trésorerie. Après, ta tendance de trésorerie, intéressant. J'aime bien regarder aussi
le pipe de prospection. Est-ce que les gens, ils ont des carnets de commandes à 2 mois, 2 semaines, 10 ans? Si tu as un carnet de commandes qui est rempli pour la prochaine année, mais que ta marge, elle est trop faible, dans ce cas-là, c'est que tu vends trop bas. Et auquel cas, tu vas peut-être réduire ton carnet de commandes, baisser ton taux de transformation, vendre plus cher, gagner en marge, et donc ne pas t'épuiser sur 1000 chantiers, épuiser tes équipes sur 1000 chantiers. Tu vas plutôt te focus. Donc, les indicateurs, ça va être de la trésorerie, ça va être ton volume de chiffre d'affaires, ton évolution de volume de chiffre d'affaires. Mais j'aime bien comparer. En fait, j'aime bien comparer, suivre des évolutions et des tendances. Moi, je trouve ça plus pertinent aujourd'hui dans une entreprise de suivre des tendances de masse salariale sur chiffre d'affaires, des tendances de résultats, de BE, d'excédent brut d'exploitation, etc., ou de trésorerie, plutôt que de se focus sur un mois à un moment donné. C'est plus pertinent de suivre des tendances, je pense. Puis les chiffres, il faut pouvoir les exploiter derrière. Et Bien je sûr. pense que là aussi, c'est là que vous, les experts comptables, les cabinets, jouent un rôle évident à ce niveau-là. Bon, bah, du coup, l'avantage de faire appel à un expert comptable, même dans les débuts, il est assez clair. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, une des erreurs qui est la plus régulière, c'est ces petites arnaques, par exemple. Oui. Qui peuvent arriver, et je crois même que c'est arrivé à pas mal, même d'entre nous ici, de recevoir ce fameux courrier là, où on se dit là, oh ok, ça avance, ça marche. Tu disais, on a parlé aussi, c'était une de mes questions, ta stratégie pour fidéliser tes clients, mais on parle de l'offre, on parle de la culture d'entreprise, on parle du conseil, de connaître son client, pousser un peu aussi. Et toi, du coup, ça aussi, t'en as parlé. C'était ma dernière question, sur cette table-là, mais c'est le meilleur conseil que tu donnerais, du coup, à un entrepreneur. Si demain, il y a quelqu'un qui arrive, juste comme ça, moi, imagine. Moi, j'aimerais bien créer ma boîte. Bon, tu vas me poser plein de questions, je pense, en amont, mais du coup, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Procédons étape par étape. Si tu as des échéances qui sont courtes et qui sont rapides, dans ce cas-là, on te met dans une dynamique rapide. Mais si tu as l'opportunité de vraiment réfléchir à un projet, en fait, il y a 2 choses qui coûtent pas d'argent, pour moi, en mon sens. C'est réfléchir et approfondir son projet et potentiellement négocier. Il m'est arrivé des fois d'avoir des chefs d'entreprise face à moi qui me disent « Je me lance consultant. » Ok. Ça te dirait pas de racheter une boîte plutôt? Ah, c'est possible, bien sûr. Comment on fait? Écoute, voilà, on va aller chercher une banque, on va te faire financer et d'abord, on va trouver une cible. Ah ouais, parce que mon ancien patron, en fait, il est un peu vieux, il cherchait un repreneur, c'est vrai. Tu veux pas racheter la boîte de ton ancien patron plutôt? C'est possible, oui. Je vais t'accompagner pour le faire. Et donc, si tu veux, si tu pars bien en tête sur ton projet, le risque que tu vas avoir, c'est d'avoir des œillères et de partir sur un modèle ou un schéma qui sera le même que celui du gars avec qui t'as bouffé la veille, que celui de ta meilleure pote qui l'a fait, qui est sorti de sa boîte et qu'est-ce qu'elle respire maintenant parce que ça y est, elle est freelance et que c'est super cool. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à ton appétence au risque et tes compétences et ta capacité et ton ambition et ton audace, tout ça vont peut-être te donner l'opportunité de partir sur tel ou tel projet. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est essayer de projeter les gens sur des choses qu'ils n'avaient pas peut-être imaginées, en ouvrant le champ des possibles. En me projetant avec eux sur des schémas ou des objectifs qu'ils n'avaient pas forcément au démarrage. Et bien sûr, de toujours revenir dans la ligne et dans le canal qu'ils avaient imaginé, en disant, bien entendu, que le modèle tel que tu l'avais pensé au début, c'est très certainement un bon modèle. Et voilà comment tu vas pouvoir faire. Donc, il y a des gens qui sortent de ces rendez-vous-là un peu galvanisés, en mode waouh, putain, je m'attendais pas à vivre ça, tu vois. Donc moi, je suis trop content parce que derrière, ça chemine et ça coûte rien. Ça coûte pas d'argent. De réfléchir à son projet, de négocier avec une boîte que tu auras ciblée pour essayer de la racheter. Ça ne coûte rien. C'est comme tu veux changer de bagnole, va sur le Bon Coin, va sur la centrale, analyse les deals, essaye d'acheter des bagnoles bas prix, tu vas peut-être tomber sur le gars qui finalement a mis sa bagnole à 9 000 €, mais il est prêt à la céder à 5 parce que tu lui amènes une solution qui est immédiate, tu vois. Et c'est vrai pareil pour les entreprises. Est-ce que j'arrive au bon moment? Est-ce que le schéma que j'ai imaginé, il est bien? Et voilà, c'est peut-être essayer de sortir les gens de leur zone de confort au quotidien, qui fait que on devient un peu incontournable dans le schéma qu'on propose.
C'est peut-être ça le conseil. Après, la finalité, et il faut faire attention à ça, c'est pas de conseils préfaits. J'essaie de me battre contre ça. Et chaque personne et chaque entrepreneur va vraiment avoir sa spécificité, va vraiment être différent. Et donc, voilà, je me méfie beaucoup de tout ce qu'on peut lire sur le web. J'imagine, demain, tu veux monter ta boîte. Premier truc que tu vas faire, tu vas taper le truc. Tu vas parler un peu avec ChatGPT, tu vas dire ah, comment je fais. Et puis à la fin, tu vas avoir quelqu'un qui a l'expérience de l'accompagnement. Ouais. Et qui va aussi... Moi, j'aime bien l'humain parce que quand tu regardes dans les yeux, tu sais que tu as gagné la confiance de la personne et que la personne, elle se dit, moi, je veux partir avec lui pour m'accompagner. Et ça, je trouve ça super puissant. C'est pas être un gourou, tu vois. C'est plus, c'est plus, je te fais confiance pour ça. Moi, j'ai plein de gens autour de moi à qui vraiment, les contrats, je les lis pas, je les regarde pas. Ça, c'est pour toi. Tu le fais pour moi parce que tu défends mes intérêts. Et donc, je conseille à tout le monde de trouver des personnes qui vont être capables de défendre leurs intérêts. Deuxième partie, un peu fun, décontracté, qui est Romain Grotto? Et là, ma première question que j'adore, c'est si tu pouvais organiser un dîner avec 3 entrepreneurs, célèbres, vivants ou décédés, qui inviterais-tu et quel sujet brûlant tu mettrais sur la table? Hyper cool. Je te remercie pour cette question parce que ça a nécessité quand même que je me pose et que je regarde un petit peu qui j'avais autour de moi. J'ai pas de mentor à proprement parler. Et déjà, ce dîner, j'aimerais bien cuisiner, tu vois, aussi. Okay. Ça me ferait vraiment plaisir de cuisiner parce que j'aime bien aussi les moments de convivialité. Je suis vraiment un bon vivant, extrêmement bon vivant, mais j'aime le partage et je me dis peut-être que sur ce dîner-là, c'est moi qui cuisinerai. En fait, j'ai pensé à 3 personnes qui ont des parcours entrepreneuriaux complètement différents. Ouais. Donc, ce serait un dîner un peu what the fuck, tu vois. On adore. La première personne que j'ai choisie, c'est Coluche. Ok. Parce que je me dis, le social et le solidaire, en gros, sont des enjeux qui sont hyper importants. Un truc que je me suis dit, moi, c'est de mes 30 à mes 40, je gagne suffisamment d'argent pour ne pas avoir besoin d'en gagner de mes 40 à mes 50 et de reverser, en fait, de donner de mon temps, tu vois. J'ai eu très rapidement cette envie d'atteindre de manière passive un revenu qui me permettrait de donner mon temps. Or, je pense que c'est pas la bonne solution. Je pense, et il y en a qui arrivent, de créer des modèles qui sont dans le social et solidaire et qui seront rentables. Bon, les Restos du Cœur, ça en fait partie. C'est aujourd'hui ça embauche des personnes. C'est un modèle qui est national, international. Coluche, il est à la manœuvre au démarrage là-dessus. Et donc, ce serait la première personne que j'aimerais avoir à table avec moi. Et la deuxième, j'ai choisi Walt Disney. Ouais. Pour une anecdote que j'ai entendue il y a quelques années que je trouve assez incroyable, c'est l'inventeur d'une caméra qui a permis de... En fait, il avait à la fois le côté entrepreneur exigeant avec ses équipes et en même temps le côté ultra créatif que de dire comment je peux innover. Et ça, je trouve ça génial que de parler à des personnes qui ont innové dans leur métier, tu vois, et qui seront capables sûrement d'amener de la valeur sur d'autres secteurs d'activité. Et donc, tu mets Coluche et Walt Disney autour de la même table, à mon avis, déjà, tu crées quelques étincelles. Et le dernier que j'ai choisi, je relis mon slide, parce que je connaissais pas le nom, c'est Guillaume Guibaud, qui est le fondateur du slip français. Ah oui. Parce que c'est quand même cool d'avoir un jeune entrepreneur, tu vois, un peu de la tech là, voilà, un gars qui a levé des fonds, machin, avec ces 2 autres gars pour que aussi lui il puisse se remettre sur des considérations un peu diverses, un peu différentes, et peut-être, tu vois, qu'on ait aussi quelques blagues de Coluche sur les slips. Ma foi, ce serait aussi intéressant. Super, je suis invitée ou pas? Avec plaisir. Écoute, si tu cuisines, tu cuisines avec moi et voilà. Je trouve ça intéressant aussi le fait que dès le début, tu aies dit j'aimerais cuisiner. Ouais. Je trouve que ça en dit pas mal sur ta personnalité. Ouais. Et c'est aussi pour ça que c'est cool d'avoir ces questions à la fin pour vraiment découvrir qui t'es. Et ça fait aussi référence à tout ce que tu as dit au début avec le conseil. Je prends le temps pour mes clients, ouais. etc. Je trouve que c'est cool d'avoir cet aspect-là aussi. À choisir, si tu veux, des personnes, autant qu'il y ait de la valeur, mais qu'en même temps qu'on passe un moment de convivialité génial. Je pense que j'aimerais pas forcément les gens qui sont un peu trop galvanisés par l'entrepreneuriat cash. En gros, je suis un dingue, j'ai levé, nul. Mon modèle, j'ai réussi à le faire scaler
en globalement créant voilà sans trop de valeur, mais en ayant de la tu vois, tous ces modèles-là où finalement il n'y a pas une aventure humaine, où il n'y a pas de la valeur qui est délivrée à quelqu'un, ça me gêne un peu. Voilà. Faire du cash, en gros, je crois pas que ce soit quelque chose qui m'intéresse de fou, quoi. Je vois. Quelle est la question que tu espères secrètement qu'on ne te posera jamais? Ah, la question que j'espère qu'on me posera jamais, c'est peut-être si tu devais tout quitter là tout de suite, est-ce que tu le ferais ou pas? En gros, est-ce que tu es prêt à tout arrêter là maintenant, tu vois? Alors? C'est difficile. C'est difficile parce que je trouve que la vie passe vite. Je trouve que les modèles dans lesquels je me suis mis, que d'autres se sont mis, sont des modèles ultra chronophages et tu brûles une énergie qui est considérable. Et que parfois, je me dis, une vie plus simple, c'est aussi intéressant. Alors, la première réponse de mon entourage, ce serait bah, tu te ferais chier. Et en définitive, je suis pas certain. Tu vois, je pense que aussi, j'ai peu de temps pour des choses que je pense qui sont des sujets un peu passion chez moi. J'adore écrire. Je m'étais lancé dans la rédaction d'un bouquin. Bon, et puis voilà, ça avorte parce que c'est pas des priorités, donc il y a toujours des priorités d'entrepreneuriat, voilà, qui sont un peu différentes. Donc, je sais pas, tu vois, voilà. Ouais, ça s'apprend de reprendre le temps. Ça s'apprend de reprendre le temps. T'as raison. Non, ok, si tu n'avais pas été expert comptable, quelle autre carrière t'aurais pu envisager quand t'étais plus jeune, du coup? Ouais. C'était pas du tout une vocation, hein, pour le coup. Je m'y suis retrouvé un peu post-bac. J'ai pas du tout de parents entrepreneurs, donc vraiment, moi, même les sujets financiers à la maison, on n'en a jamais parlé. Donc j'ai découvert ça post-bac, tu vois, à 19-20 ans. Ça a été pour le coup une révélation, mais c'était pas une vocation. Par contre, je pense que j'aurais été bon dans le BTP. J'aurais pas été mauvais. Non, c'est une énorme blague. En vrai, je sais pas planter un coup, je suis nul. Mais je crois à 19 ans, en vrai, je crois que je suis bon pour driver des équipes, quoi, quelles qu'elles soient, en fait. Tu vois, fédérer. Motiver. Alors peut-être une école de commerce. Je sais pas trop ce que j'aurais pu faire, mais j'aime bien aussi le côté manuel. En fait, j'aime les choses honnêtes et malgré tout, j'aime bien les produits ou les denrées, tu vois. C'est quelque chose un boucher, par exemple, je trouve ça merveilleux. J'ai une boucherie à côté de chez moi. Je prends plaisir à analyser les rondes, tu vois, de ses équipes, comprendre très certainement qu'il a découpé lui-même sa viande, toute la partie traiteur, c'est lui qui l'a fait, tu vois. Ces qualités-là, ça tourne toujours autour de la bouffe, mais ces qualités-là, je les trouve assez profondes. Je crois que demain, tu me mets sur une île déserte où il n'y a plus Internet, il n'y a plus rien, et tu te retrouves à devoir vivre de ton art, ben, je serais bien emmerdé, tu vois. Je serais bien emmerdé. Là où d'autres, un boulanger, un gars qui travaille de ses 10 doigts, un gars qui sait construire des baraques, c'est ça, en fait, la vie aussi. C'est de se dire... et puis après, c'est pour transmettre. C'est difficile de transmettre des sujets entrepreneuriaux à des enfants, tu vois. Et par contre, apprendre à tondre la pelouse, apprendre à construire un mur, je trouve ça très concret, quoi. Donc ça aurait été sûrement quelque chose de concret. Ok, ça marche. Et si tu pouvais apprendre instantanément une nouvelle compétence, là, maintenant, tout de suite? Je crois que ce serait lié à l'art. Je me suis mis à mixer il y a 1 an ou 2, là. Ok. Je suis moyen. En vrai, je suis... Voilà. Par contre, je suis passionné. Hein, vraiment. Je peux passer ma soirée, déjà, quand je vais en boîte, je regarde toujours le DJ, je suis toujours là, regarder les platines, le truc, le machin. Donc, si vraiment je pouvais apprendre une compétence là, direct, c'est une maîtrise profonde, tu vois. Déjà de connaître tous les sons, parce que je suis pas assez précis sur j'ai pas une culture musicale qui est assez approfondie, je pense que ça en fait partie, et j'adorerais maîtriser la machine, tu vois, de tout au tout, et du coup de pouvoir être voilà, partir à l'Ushuaïa, mixer, aller faire des vidéos pour Cercle, mixer, et voilà. Et peut-être si j'ai un mentor, c'est le président, je crois, d'une banque qui s'appelle Solomon,
qui est DJ international aussi. Donc, le mec, il est à la tête d'une banque. Et en plus de ça, DJ international. Et ça, c'est peut-être un goal, tu vois. Ouais, une belle aspiration, en tout cas. Mhm. Et la preuve qu'on peut faire beaucoup de choses en même temps. Ouais. Et quelle est la meilleure chose à propos de ton travail et que tu souhaiterais partager avec tout le monde? Par chose, qu'est-ce que tu entends par chose? Un tips que je fais dans le cadre de mon taf. Quelque chose que t'aimes. Quand quelqu'un te dit, imaginons, moi j'aimerais, je sais pas trop vers où me diriger, je pense à la comptabilité, et te dire, bah, tu sais quoi, en compta ou en tant qu'expert comptable, il y a un truc qui est génial, c'est ça. Où t'apportes vraiment Enfin, là c'est moi qui donne la réponse, mais j'imagine de tout ce que tu m'as dit, là j'imagine, t'as du sens, t'apportes vraiment de la valeur. À la fin d'un rendez-vous, bah, comme tu disais, tu vois les yeux de la personne en face de toi et il rentre sur lui, il va commencer à cogiter et à avoir plein de nouveaux projets. Bon, je réponds à ta place. Mais de tout ce que tu m'as dit, c'est ce que je ressens de ce que tu pourrais dire potentiellement. Ça, oui, t'as raison. Il m'est déjà arrivé de faire des entretiens avec des stagiaires ou des personnes qui sont en reconversion et de leur proposer à l'issue de cet entretien de participer à un rendez-vous avec moi. Ok. Et donc, ce sont des gens qui sont là, qui restent, mais qui voient le rendez-vous. Donc, je préviens bien sûr mon client. Cette personne ne parlera pas et va juste écouter dans le cadre de son développement. Et ça, j'adore parce que à l'issue, les gens ont compris comment est-ce qu'on accompagnait. C'est difficile à expliquer, à matérialiser parce que très certainement, tu sors de là et tu te dis bon ben est-ce qu'il le fait, est-ce qu'il le fait pas, comment est-ce qu'il le fait concrètement, parce que c'est un peu une cuisine, tu vois, c'est un peu la sauce de l'entrecôte là, c'est notre sauce secrète en fait. Et donc ça, j'aime bien ouvrir la porte et expliquer, montrer aux gens comment on fait. Ce qui est certain, c'est que l'image de la comptabilité générale est diamétralement opposée à ce que les clients attendent de nous. Si demain, vu qu'il y a une pénurie d'embauche, les profils se retrouvent dans des cabinets qui n'amènent pas cette valeur aux clients et qu'il y a un effet de frustration au niveau des équipes, dans ce cas-là, il est de la responsabilité de la personne de trouver un lieu pour exercer ça. Et j'irai plus loin, il faut, si les gens sont stagiaires experts comptables ou mémorialistes ou déjà des niveaux importants, c'est à eux d'intégrer ça dans l'offre et de le réaliser au quotidien. Donc, suivant si tu démarres, trouve le lieu où on va un peu te faire venir en rendez-vous client, te montrer un peu quelles sont les relations avec les clients et quelles sont les problématiques auxquelles on répond. Et si tu es déjà bien avancé, mais qu'il n'y a pas ça et que tu es frustré, dans ce cas-là, il est de ta responsabilité de le mettre en œuvre. Ok, ça marche. Et la dernière question, si toi tu pouvais inventer, mais tu en as un petit peu parlé aussi au début, tu as rapidement abordé, mais si tu pouvais inventer une application qui pourrait révolutionner ton métier, là aujourd'hui, les petits obstacles, les petites difficultés que tu as, ce que tu disais un peu tout à l'heure, si je peux avoir quelque chose qui prend tout et qui me dit alerte, etc., qu'est-ce que tu inventerais? On est en train de travailler un peu dessus. En fait, je pense que ça va arriver par l'IA. Okay. Le principe et la difficulté que je vois moi aujourd'hui, c'est la somme de data qu'on a à disposition versus le temps, déjà les outils qu'on a pour les traiter, pour traiter cette information, et notre capacité à les analyser nous en tant qu'humains. L'IA, la force, c'est que elle peut de manière, si elle est bien entraînée, elle peut de manière assez automatique préanalyser sans forcément qu'on lui dise voilà l'indicateur, comment il se calcule, compte par compte. Tu vois, si l'IA a appris, en fait, elle va être en capacité de faire ça. Et j'ai hâte, en fait, que l'IA soit bien utilisée. Donc, l'appli, ça peut être ça. C'est pas une appli de compta. C'est une appli qui va faire un mix entre de l'accompagnement en positionnement du dirigeant. C'est-à-dire que ce soit quelque chose aussi où on est un peu de gamification. J'adorerais avoir ça, que je mettrais à dispo de mes clients et qu'ils utiliseraient au quotidien avec double interface, une pour les experts comptables et une pour les clients. Eux, qu'ils aient de l'information qui leur revienne avec un système de visio possible avec les équipes, avec un système de, un truc un peu sympa, avec un système aussi de récompense. Je trouve ça hyper important. Par exemple, un truc qu'on fait chez nous, et je pense que si mes confrères écoutent, ils vont le mettre en place. En tout cas, je leur conseille de le faire. Quand on crée une entreprise, on envoie un papier manuscrit mis dans une enveloppe avec un sceau, avec un petit N, là, tu vois, et le mec reçoit une enveloppe chez lui écrit à la main, où on le félicite pour la création de son entreprise.
habituellement, tu reçois ton cabis. Ouais. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Et ton expert comptable, il se dit, ah, ça y est, votre boîte, elle est créée. Bon, mais du coup, on va vous ouvrir les accès logiciels. Ouais. Bon, l'expérience, tu vois, l'expérience client. Là, il faut féliciter les gens parce que entreprendre, c'est difficile. En fait, c'est contre-intuitif plutôt. On a tous un besoin de sécurité et un besoin qui peut nous créer des frustrations puisqu'on a envie d'aventure aussi. Donc, quel est ton degré, tu vois, de ta capacité. Et je trouve que la récompense, elle va aider, c'est très humain, enfin, c'est très sociologique, mais elle va aider la personne à passer des paliers qui sont parfois des paliers compliqués, mais avec notre aide, nos petits coups de pouce, on va pouvoir le mettre en œuvre. Donc l'appli, ce serait un truc qui récompenserait, qui analyserait au quotidien l'ensemble des dossiers, l'ensemble des datas qu'on a au quotidien. Et donc il y a forcément un gars de la tech dont vous faites partie, vous allez me dire, on est en train de le faire pour toi. On l'a déjà fait pour toi. C'est très bien, voilà. Donc, on va utiliser vos solutions. Du coup. Parfait. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu as un cabinet, un expert comptable ou une entreprise sur Toulouse qui t'inspire et que tu aimerais bien voir dans ce podcast? Ouais, ça lui fera très plaisir, je pense. C'est Damien Lévy du cabinet Hermès. Il me semble que sa société s'appelle comme ça, Fiduciaire. C'est un expert comptable qui a mon âge, qui est plutôt discret au niveau des réseaux, des prises de parole, etc. Par contre, c'est quelqu'un qui est brillant. Il a réussi, il a eu pas mal de difficultés. Il a repris le cabinet de son père qui est décédé il y a quelques années. Et il était à Hong Kong. Il a travaillé pour venir. Il a passé le diplôme rapidement. Il a réussi à reprendre en main la clientèle. Et aujourd'hui, il est dans une dynamique de croissance qui est une super dynamique. Il embauche, il a créé autour de lui des partenariats, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a une très belle histoire, qui a de très belles valeurs, et je pense que ça fitera avec vous, et donc je vous conseille de l'inviter ici. Ok, ça marche. Et bien l'invitation est lancée. Super. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Merci à toi Romain. Avec plaisir, merci à toi. D'être venu, et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao.